Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 4 décembre 2025 et nos chers amis Richard Wolff et Michael Hudson sont avec nous. Bon retour parmi nous, Richard et Michael. Ravi d'être ici. Merci de m'avoir invité. Veuillez vous abonner et cliquer sur le bouton j'aime pour nous aider à toucher un plus large public. Et suivez Richard et Michael. Vous trouverez leur site web ci-dessous. Pour Richard, c'est democracyatwork.info et vous pouvez également trouver sa chaîne YouTube sous le même nom, Democracy at Work. Vous pouvez suivre Michael sur son site web, michaelhudson.com. Commençons avec vous, Michael. Concernant la situation en Europe, nous savons ce qui se passe en Ukraine et nous avons déjà parlé de ce conflit. Mais l'économie européenne ne se porte pas très bien. À votre avis, si les principaux problèmes économiques de l'Europe découlent de décisions politiques, notamment de son alignement sur la politique étrangère des États-Unis, l'Union européenne peut-elle éviter une fragmentation accrue sans repenser fondamentalement sa stratégie géopolitique? Eh bien, c'est précisément le problème, Nima. En surface, les problèmes de l'Europe sont économiques, mais en réalité, ils sont politiques. En fait, ils le sont à un point tel que l'Europe semble engagée dans une marche destructrice vers sa propre perte. Cet été, on a vu une menace constante de réaction juridique face au risque d'éclatement de l'Union européenne, en raison de la politique des dirigeants visant à confisquer les plus de 200 milliards d'euros russes détenus en Belgique. La Belgique a tenté d'empêcher cela, et d'autres pays ont essayé aussi. Ainsi, au-delà des chefs d'État élus comme Macron, Scholz et Meloni, on a von der Leyen et De Croo qui ont déclaré qu'il existait une solution de repli. Si nous ne pouvons pas simplement confisquer l'argent et le remettre à l'Ukraine, c'est-à-dire, en réalité, le remettre à nos propres entreprises du complexe militaro-industriel pour fabriquer des armes destinées à l'Ukraine, alors engageons-le simplement comme garantie pour un prêt de la Banque centrale européenne. Eh bien, la Banque centrale européenne dit « Vous allez mettre en garantie un actif qui n'a absolument aucune chance d'être recouvré en pratique. » Parce que, tout d'abord, l'Ukraine qui émergera ne sera pas la même que celle à laquelle le FMI, les États-Unis, l'Europe et les détenteurs privés d'obligations ont prêté de l'argent. Ensuite, la partie occidentale de l'Ukraine, qui sera ce qu'il restera de l'Ukraine, sera tellement dévastée qu'elle n'aura aucune capacité à rembourser la dette. Tout cela relève donc du capital fictif. Cela crée une sorte de fiction opérationnelle qui permettrait à l'Europe de continuer à financer une guerre permanente en Ukraine. Ce qu'il y a de politique derrière tout cela, c'est que l'Europe s'est engagée à rejouer la Seconde Guerre mondiale. Et cette fois, l'Angleterre et la France se sont jointes à l'Allemagne pour dire « Nous allons vaincre la Russie cette fois ». Eh bien, peut-être que le Japon et la Chine peuvent s'en charger eux-mêmes. Ils ont perdu la Seconde Guerre mondiale, mais ils affirment qu'il n'y a pas d'alternative, pour paraphraser Margaret Thatcher. Ils sont absolument déterminés à poursuivre la guerre froide, malgré les électeurs. Et dans cette mesure, il y a quelques jours, les Européens ont adopté une loi, l'UE eux-mêmes a adopté une loi, selon laquelle d'ici novembre 2027, aucun État membre de l'Union européenne n'importera de gaz ni de pétrole russe. Déjà, la Hongrie a menacé de saisir les tribunaux de l'UMML et de tenter de bloquer cette mesure, affirmant que sa propre sécurité énergétique est menacée et qu'elle doit garantir cette sécurité, ce qui signifie maintenir le commerce avec la Russie et l'Est, le Kazakhstan et les oléoducs qui traversent le territoire ennemi. Ainsi, l'Europe continue de menacer la Russie. Et vous avez vu vos commentateurs à l'antenne expliquer que la Russie a déclaré que si les armes et les missiles proviennent d'un pays européen ou sont fabriqués par un pays européen et simplement tirés depuis l'Ukraine,
cela constitue une attaque de la part du pays européen. Notre guerre avec l'Europe sera différente de celle avec l'Ukraine. L'Ukraine, c'est chirurgical, c'est le mot qu'a utilisé Poutine. Nous ne cherchons pas à détruire les régions russophones de Donetsk et de Luhansk, ni le reste de l'Est de l'Ukraine. Nous essayons de les préserver pour qu'il en reste quelque chose, et nous devrons les reconstruire après nous être assurés que nous ne serons plus jamais attaqués par l'Ukraine. L'Europe dit, eh bien, l'Ukraine a besoin de la sécurité que lui procure notre capacité à vous attaquer. Donc bien sûr, nous allons soutenir l'Ukraine. Et l'avocat britannique, la marionnette britannique qu'ils veulent remplacer Zelensky par l'autre Z, Zaluzhny, peu importe comment on prononce son nom, dit « Eh bien, même s'il y a un cessez-le-feu, nous mènerons une guerre de partisans contre la Russie. Nous mènerons une guerre terroriste, et cela continuera. » Eh bien, à un certain moment, la voie que l'Europe emprunte va aboutir à une guerre qui, comme l'a dit Poutine, sera très courte, et il n'y aura plus personne avec qui négocier une fois qu'elle sera terminée. Alors pourquoi l'UE fait-elle cela? Si vous répondez à cette question politique, vous expliquerez l'autodestruction économique de l'Union européenne. Le but est d'employer le seul secteur industriel dont l'Europe a besoin pour continuer à croître, et c'est le secteur militaire. Le problème, c'est que l'Union européenne, et surtout la Grande-Bretagne, ne produit rien que le reste du monde ait besoin d'acheter, du moins pas à un prix compétitif. Alors, comment l'Europe va-t-elle employer sa main-d'œuvre industrielle? Eh bien, la seule chose qu'elle puisse faire, c'est les employer dans les industries de fabrication d'armes. Et si l'on regarde le marché boursier européen, les seules actions qui montent sont celles du complexe militaro-industriel. Le problème, c'est que ces armes ne sont pas vraiment destinées à l'exportation. Nous avons déjà vu qu'elles ne fonctionnent pas en Ukraine. Les chars ne sont pas efficaces, les missiles peuvent facilement être abattus. Elles ne sont destinées qu'à un usage intérieur. Ainsi, au lieu que les industries européennes, et en particulier allemandes, produisent des biens industriels destinés à l'exportation, afin d'équilibrer les paiements internationaux de l'Europe avec les États-Unis et le reste du monde, et de maintenir la stabilité du taux de change de l'euro, vous ne produisez que des biens industriels pour un usage interne, essentiellement des produits militaires, qui seront soit détruits pendant la guerre, soit laissés à l'abandon, à la manière américaine, inutilisés et s'accumulant, tout en enrichissant les entreprises de l'armement. Ainsi, seuls les pays européens peuvent utiliser les avions de chasse, les drones, les fusils, les missiles, les bombardiers, les chars, les véhicules blindés et les munitions. Ce n'est pas une répartition viable des ressources susceptible de soutenir la croissance européenne, car elle nécessitera d'une manière ou d'une autre des capitaux étrangers. Et l'UE ne s'en charge pas. En réalité, l'Union européenne ne modifie même pas son système fiscal pour imposer des taxes sur l'intelligence artificielle, c'est-à-dire sur les entreprises de haute technologie, de type Silicon Valley, opérant au sein de l'UE. Et comme l'Union européenne est incapable de participer à toute cette révolution de l'intelligence artificielle, puisqu'elle exige énormément d'électricité, le Wall Street Journal a publié hier, le 3 décembre, un article intitulé « L'offensive pour l'énergie verte en Europe se retourne contre elle ». L'article expliquait que le problème énergétique de l'Europe provient de sa volonté de devenir verte, de dépendre de l'énergie éolienne et solaire. Cela s'est révélé si coûteux que cela entraîne une désindustrialisation. Pas un mot dans l'article sur le fait que la pénurie d'énergie et la hausse des coûts résultent en réalité de l'arrêt des importations d'énergie russe. Le rapport indiquait que l'Allemagne a désormais les tarifs d'électricité domestique les plus élevés du monde développé. Et cela, comme je l'ai dit,
est attribué au fait que l'Allemagne a misé sur l'énergie éolienne et solaire. Le coût de l'électricité en Allemagne est de 38,6 centimes par kilowattheure, contre 25 centimes en Pologne, 16 centimes aux États-Unis et seulement 13 centimes au Canada. Cela signifie donc que les employeurs allemands doivent payer 4 fois plus pour l'électricité que les producteurs américains et canadiens, et qu'ils doivent verser à leurs travailleurs un salaire suffisamment élevé pour compenser ce quadruplement des coûts énergétiques. Des coûts que, par le passé, l'Union européenne subventionnait afin d'éviter que les travailleurs allemands, français et italiens ne subissent la même pression salariale que celle observée aux États-Unis. Et ils ne sont pas disposés à monétiser cette dette comme le font les États-Unis. Ils essaient de financer leur dette en empruntant à l'étranger, et cet emprunt soutient leur taux de change de la balance des paiements, mais au prix de devoir le rembourser, les transformant en un pays débiteur de type Sud global, où une grande partie de leurs revenus sert à payer le service de la dette extérieure. Cela finance leur dépendance aux importations et celle du gouvernement, tout en refusant de laisser le secteur public faire ce qui a rendu la révolution industrielle si prospère au XIXe siècle. En somme, l'économie doit plonger, le taux de change doit plonger, le niveau de vie doit plonger. Que va faire le travail européen s'il ne peut pas être employé à produire des biens industriels? Eh bien, la situation ne fait qu'empirer. Les États-Unis ont insisté pour que l'Europe évite toute transition loin des combustibles fossiles, loin du gaz et du pétrole, car c'est ainsi que la politique étrangère américaine, comme nous l'avons déjà évoqué, cherche à contrôler d'autres pays. Si les États-Unis peuvent contrôler la majeure partie du commerce mondial de l'énergie, pétrole et gaz, en contrôlant le Venezuela, l'Irak, la Syrie et le reste du Proche-Orient, et en isolant la Russie, ils peuvent alors conserver la capacité d'imposer des sanctions à d'autres pays et les contraindre à faire des concessions lorsque Trump arrivera et tentera de négocier avec eux. En résumé, cela pose un grand problème pour l'Europe. Elle n'a pas grand-chose à exporter pour payer ce qu'elle cherche à importer. Elle est devenue dépendante, non pas de la Russie, où il existait autrefois un équilibre commercial, car la Russie achetait des biens allemands et européens et acceptait les investissements des entreprises, mais les États-Unis. Cela dépend des États-Unis, qui ont militarisé leur commerce extérieur et bloqué leurs échanges avec la Chine. Nous l'avons vu avec la reprise de Nexperia. L'Union européenne déclare « Nous n'autoriserons aucune entreprise chinoise à exister si elle est principalement détenue par la Chine. La Chine est mauvaise, c'est notre ennemi. Et nous confisquerons toute entreprise dans laquelle la Chine détient une participation majoritaire de plus de 50%, comme nous l'avons fait avec Nexperia. La Chine a protesté et l'Union européenne répond « Très bien, nous ne changerons pas d'avis. » La Chine réplique « Eh bien, évidemment, nous n'allons pas vous fournir les puces électroniques dont l'entreprise Nexperia a besoin pour maintenir le fonctionnement de vos constructeurs automobiles. Les puces nécessaires à l'ouverture automatique des portières, aux vitres électriques et à d'autres systèmes électroniques. » Donc, vous pouvez simplement fermer votre entreprise. Volkswagen et Mercedes ont déjà déclaré qu'à partir de janvier, elles allaient devoir réduire leurs effectifs. Et les États-Unis disent à l'Europe « Attendez, soyez prêts à sacrifier votre industrie automobile et vos autres secteurs pour la guerre froide. » Et von der Leyen, Kallas, Macron, Starmer et Merz, ils sont tous favorables à cela. C'est donc une décision politique qui a engendré ce qui semble être un suicide économique inutile. Et il ne semble y avoir aucun moyen pour la Hongrie, la République tchèque ou d'autres opposants à cette politique d'empêcher la marche vers la mort sur laquelle l'Europe s'est engagée. Richard, lance-toi.
Oui, j'aimerais aborder ce qui se cache sous la surface. Et cela signifie être très honnête à propos du fossé entre la direction politique des pays européens et à la fois leur classe capitaliste industrielle et la classe ouvrière. Voici ce que je veux dire. Cette crise dont nous parlons, tout ce langage de malheur et de désespoir, l'hystérie autour de la Russie, ce sont des actes d'autoprotection d'une classe politique en déclin. Les personnes qui dirigent les affaires, Starmer, Macron, Merz, von der Leyen, tous, ont grandi et sont devenus des figures politiques pendant la guerre froide et son après-coup. Ce sont des marionnettes des États-Unis. Ils l'ont toujours été, et ils ont été très bien récompensés pour avoir joué ce rôle. Les États-Unis leur ont laissé l'espace nécessaire pour s'enrichir dans cette position, car cela servait les intérêts américains. Mais tout cela est désormais terminé. L'Empire américain, loin de croître, se rétrécit en termes relatifs. Il ne s'étend pas très rapidement, et il est dépassé et contourné par la Chine et les BRICS. Cela a provoqué une série de difficultés. Les États-Unis, en tant que leaders de l'Occident, ont réussi à conserver la majeure partie de leurs richesses malgré le déclin. Et comment y sont-ils parvenus? En transférant le fardeau du déclin de l'Empire américain sur ceux qui leur sont inférieurs, sur ceux qui ont moins de pouvoir et de richesses pour y résister. Cela inclut l'Europe. Voilà ce qu'est le spectacle. Monsieur Trump disant aux Britanniques qu'ils ne peuvent pas avoir accès à l'économie américaine à moins de nous accorder un tarif. Et il en va de même pour le reste des Européens, à qui il dit qu'il a sa propre politique pour l'Ukraine, qui peut ou non s'aligner sur la leur. Il leur montre qu'il n'a absolument aucun respect, ce qui a culminé la semaine dernière lors des réunions entre les États-Unis et la Russie, où les Européens n'étaient même pas autorisés à s'asseoir à la table. Et quand ils y sont, c'est tout ce qu'ils sont autorisés à faire, rester assis. Alors qu'avons-nous? Nous avons une direction politique désespérée en Europe. Et ce qu'elle fait, c'est s'occuper d'elle-même, dans cette merveilleuse mentalité individualiste dont l'Occident est si fier. Ils sont donc prêts à faire la guerre à la Russie. Leurs carrières sont terminées. Leur population est déjà en train de découvrir et de constater que ces dirigeants n'ont pas su suivre la montée en puissance de la Chine et des BRICS comme nouvelle force de l'économie mondiale. Ils ont attaché leur destin aux États-Unis, une puissance en déclin relatif, et ont maintenu leurs relations serviles avec eux, même lorsque les États-Unis les malmènent pour préserver leur propre richesse relative. Et puis, von der Leyen se rend aux États-Unis et s'engage à ce que, si les droits de douane ne sont que de 15% au lieu de 30%, ils achèteront du gaz naturel, comme Michael l'a souligné, à 3 fois le prix du pétrole et du gaz russe, et qu'ils investiront des centaines de milliards de dollars aux États-Unis. Ce sont des économies en difficulté si elles gardaient cet investissement chez elles, mais elles vont le faire aux États-Unis. Leurs populations ne le permettront pas, et cela se rapproche de plus en plus. On voit même les capitalistes regarder leurs industries se faire décimer, commencer à se rencontrer et à discuter entre eux, à la fois à l'intérieur des pays européens et avec leurs homologues aux États-Unis. Parce qu'ils sont tous un peu inquiets que les politiciens s'accrochent à un accord qui n'est pas viable. Ils ne peuvent pas contrôler les Chinois, donc un acteur majeur leur échappe. Maintenant, ils observent les réactions en Europe et en Amérique, qui aggravent le problème pour eux. On peut déjà les voir se parler en secret, s'ils le peuvent, en essayant d'élaborer un plan qui mènerait à un meilleur résultat. Les dirigeants européens poussent désormais ce discours sur les armements, sur la confrontation avec la Russie, transformant Poutine en Staline pour que tout le jeu puisse recommencer. C'est leur seul moyen
de détourner et de distraire l'opinion publique en Europe de leurs erreurs colossales, leur soumission colossale à leurs propres dépens, exactement comme Michael l'a expliqué avec justesse. Ils vont être tenus pour responsables. Ils le savent, je le sais, et tous ceux qui prêtent attention le savent. Il ne leur reste plus que ce genre de comportement hystérique. Kallas a dit quelque chose la semaine dernière qui a fait rire le monde entier. Elle a attaqué la Russie pour avoir attaqué l'Europe 19 fois dans l'histoire récente, alors que l'Europe n'a jamais attaqué la Russie. Aucun Napoléon dans ses propos, aucun Hitler dans sa vie. Elle est complètement perdue. Tu sais, ce n'est pas important que ce soit elle ou ce qu'elle dit. Mais quand une responsable à ce niveau doit tenir des propos aussi insensés, tu sais qu'on a franchi un certain cap. Quand le reste de ses alliés ne fait rien pour compenser cette folie parce qu'ils sont trop occupés à acquiescer, c'est parce que la diabolisation de la Russie est la seule histoire politique qu'il leur reste. Alors, ils vont la raconter, la répéter et provoquer des incidents autour d'elle, parce que c'est leur engagement mourant. Et il est vrai que pour la classe ouvrière, et ironiquement pour les capitalistes aussi, cette politique est trop à court terme. Ils ont besoin de vivre dans le long terme. Ils ne se soucient pas de préserver les carrières politiques de Starmer, Macron et Merz. Ce sont des candidats minoritaires. Starmer n'est là que grâce à l'incompétence folle des conservateurs, qui lui ont offert une élection qu'il ne pourra pas reproduire. Donc je pense que c'est là que nous nous devrions pointer du doigt. Si d'autres ne sont pas encore prêts à le faire, que les gens de gauche désignent cet échec colossal en Europe et disent aux Européens qu'il ferait mieux de se débarrasser de ce genre de mentalité politique, de ce type de direction, et de commencer une nouvelle voie. Et enfin, le spectacle de cet argent, l'argent que vous volez à la Russie parce que vous n'aimez pas sa politique, parce que vous essayez de sauver les carrières politiques de ces dirigeants, disons, déchus. Et dans ce processus, je suis désolé pour cette interruption, dans ce processus, vous allez défendre un dirigeant incapable de vous sortir du pétrin dans lequel vous êtes. Voler de l'argent, c'est un excellent exemple. Vous volez de l'argent à la Russie. Cela envoie un message à tous les autres pays qui conservent leurs avoirs dans des banques occidentales. C'est risqué, d'une manière qu'ils n'auraient jamais imaginée jusqu'à présent. Et ce sera encore pire s'ils font l'une des bêtises dont ils parlent. Ils le savent. Il y a une raison pour laquelle le gouvernement belge dit que cela n'arrivera pas. Parce qu'ils sont responsables, puisque Euroclear est basé en Belgique. Ce sont eux qui vont être poursuivis. Et ils savent qu'ils peuvent perdre. Ils ne veulent ni gagner ni perdre. Ils ne veulent tout simplement pas que cela se produise. Ils veulent continuer à profiter des avantages liés au fait d'être là où l'argent est déposé. Ils ne veulent pas perdre cela. À long terme, il n'est pas dans l'intérêt de l'Europe de devenir l'endroit où l'on ne place plus son argent. Et les dirigeants européens le savent. C'est une manœuvre politique, une tentative désespérée de s'accrocher pour que von der Leyen puisse prétendre être une personnalité importante de la scène mondiale, ce qu'elle n'a jamais été. Mais désormais, ils ont entraîné les Européens dans une direction qui finira par se retourner contre eux. Et c'est pourquoi, à leur manière, aussi bien la classe ouvrière que les capitalistes comprennent, peut-être un peu tard dans la partie, qu'il faut opérer de grands changements en Europe. Et ils le feront. Les politiciens dont nous parlons aujourd'hui disparaîtront très bientôt dans les livres d'histoire. Eh bien, Richard, toi et moi avons tous deux souligné que le problème découle du fait que les États-Unis ont déclenché la nouvelle guerre froide après la chute de l'Union soviétique en 1991.
Mais cette politique anti-russe n'est, comme tu viens de le dire, pas seulement une politique américaine. C'est une politique européenne, en grande partie l'héritage de l'ancien parti nazi. Et cela a une origine européenne tout à fait indépendante des États-Unis. C'est cette lignée nazie européenne survivante dans les antécédents familiaux, non seulement de von der Leyen, mais aussi de Merz, combinée à la haine de la Russie dans les États baltes en raison de l'occupation traumatisante qui y a eu lieu, tout comme en Allemagne de l'Est. Mais malgré tout, le problème est principalement celui de l'Europe. Le résultat de tout cela est qu'elle projette sa haine de la Russie tout en partageant le désir américain de guerre froide d'attaquer la Russie. Et elle croit que d'une manière ou d'une autre, comme par le passé, les États-Unis vont la soutenir dans tout cela. Elle pensait, eh bien, notre économie sera toujours soutenue, car nous sommes en quelque sorte la Légion étrangère des États-Unis, combattant principalement la Russie. Nous sommes sur le terrain. Ainsi, tout comme l'Ukraine se battra jusqu'au dernier Ukrainien, nous sommes prêts à nous battre jusqu'à la dernière industrie européenne. Et peut-être même jusqu'aux derniers Européens, si nous finissons par entrer en guerre militaire contre la Russie. Eh bien, il y a une semaine, le Financial Times a publié une tribune de Martin Sandbu montrant la réaction à tout cela. Notre tribune s'intitulait « L'Europe a besoin d'un plan pour se découpler de l'Amérique ». Et en évoquant la capitulation de von der Leyen et les exigences tarifaires de Trump que vous avez mentionnées, une sorte de concession européenne consistant à accepter de combattre la Chine, à ne pas commercer avec elle et à échanger plutôt avec le marché américain en déclin et en récession qu'avec les marchés chinois et est-asiatiques en pleine croissance. Sandbu a écrit qu'il devrait être clair que fonder ses moyens de subsistance sur les ventes aux États-Unis devient de plus en plus un handicap et de moins en moins un avantage. Les exportateurs européens pourraient se retrouver exclus des marchés la prochaine fois que la Maison-Blanche voudra exporter quelque chose. Eh bien, dit-il, et je suis d'accord, que l'Union européenne doit se protéger en s'éloignant de la dépendance à l'égard des marchés américains pour ses exportations, car Trump les a transformés en armes économiques. Trump dit, eh bien, nous insistons désormais pour que vous exportiez davantage et investissiez davantage aux États-Unis. Ainsi, les États-Unis retiennent désormais les entreprises européennes présentes sur leur sol en quelque sorte en otage. L'Europe doit accepter de verser un tribut aux États-Unis en accordant des prêts et en investissant dans des entreprises américaines. Et elle doit réorienter ses échanges commerciaux de l'Est vers les États-Unis. C'est la contrepartie à laquelle von der Leyen, et avec elle, toute la politique étrangère de l'UE s'est engagée. C'est l'ensemble de l'UE qui est von der Leyen. Ce n'est pas seulement elle. C'est toute la direction politique de l'UE qui est, comme vous le dites, déconnectée de la volonté des électeurs. C'est quelque chose qui, par nature, ne peut pas survivre politiquement sans un État policier. Et en effet, c'est bien vers cela que l'UE et la Grande-Bretagne se dirigent avec leur tentative d'interdire des partis tels que l'Alternative für Deutschland, des partis qui cherchent à mettre fin à la guerre avec la Russie et qui demandent « Cela vaut-il vraiment la peine de sacrifier notre propre croissance industrielle et économique ainsi que notre niveau de vie simplement pour nuire à la Russie ?» Et la direction de l'UE répond « Oui, cela en vaut la peine. Nous détestons la Russie, plus que nous ne souhaitons protéger notre propre économie. » Tout cela repose sur une haine enracinée dans l'histoire. Et il ne s'agit pas seulement de Napoléon et d'Hitler. Il y a aussi la Grande-Bretagne pendant la guerre de Crimée. Et avant cela, la Suède attaquant la Russie, la Pologne. Je pense que la direction russe a passé en revue toute la liste des attaques de l'Europe occidentale contre la Russie, et elle dit « Nous avons enfin compris le message.
Vous considérez ce que vous appelez la civilisation occidentale comme incompatible avec celle de la Russie, de l'Asie et du reste du monde. Et vous insistez sur un leadership unipolaire dans lequel vous êtes les serviteurs loyaux des néoconservateurs américains, en échange de votre espoir que d'une manière ou d'une autre, les États-Unis protégeront votre croissance, même si à présent, Trump a retiré le tapis sous vos économies. Et ils sont perdus dans ce passé. Ils ne peuvent pas accepter la réalité parce que, comme vous le dites, cela signifie non seulement la fin de leur carrière, mais aussi la fin de leur idéologie. L'idéologie selon laquelle l'Europe doit dominer le monde et d'une certaine façon transformer le reste du monde en son empire, comme la Grande-Bretagne l'a fait en Inde et dans d'autres pays d'Asie, comme l'Allemagne l'a fait en Afrique, comme la Belgique l'a fait en Afrique, comme la France l'a fait en Afrique du Nord et en Afrique centrale. Tout cela relève de la culture coloniale du XIXe siècle. Intégrant ces pays dans la zone sterling, la zone franc, les systèmes monétaires, financiers et économiques de l'Europe occidentale, pour être appliqués maintenant d'abord à la Russie, puis à la Chine. C'est une vision du monde. C'est leur objectif. C'est en réalité ce qu'ils pensent encore pouvoir accomplir, malgré le fait que la guerre en Ukraine, en tant qu'arène opposant l'Europe et les États-Unis à la Russie, et derrière cela, la Chine, a montré que l'Europe ne peut tout simplement pas gagner. Et les enjeux sont désormais si élevés que ce qui est en jeu, c'est la survie physique, militaire et démographique de l'Europe elle-même. Eh bien, on peut le constater. Regardez ce qui s'est passé ces derniers jours. Les envoyés informels américains, Stephen Witkoff et le gendre de Trump, Jared Kushner, ont terminé leur discussion avec la Russie. Et la Russie a déclaré qu'il y avait des points sur lesquels ils pouvaient s'entendre, et beaucoup d'autres sur lesquels ils n'étaient pas d'accord. Et avant les discussions, Witkoff et Kushner ont dit « Eh bien, nous allons faire une halte en Europe, je crois que c'était au Portugal, et rencontrer Zelensky et les Européens pour les consulter et leur dire ce qui se passe. » Lorsque les discussions furent terminées, Witkoff et Kushner ont déclaré « Eh bien, je suppose qu'il n'y a vraiment aucun intérêt à parler à Zelensky et aux Européens. Les Russes nous ont convaincus qu'ils n'avaient absolument aucun rôle à jouer. » Ainsi, l'équipe informelle américaine est rentrée directement à Washington après avoir passé un appel à Trump. Ni Trump, ni l'équipe américaine, ni les médias américains n'ont révélé quoi que ce soit de ce qui s'est dit lors des discussions de ces derniers jours, car c'est tout simplement trop embarrassant. La Russie a dit « Vous savez, nous l'avons déjà dit. » Il n'y aura pas de cessez-le-feu avant que nous ayons vaincu l'Ukraine, mis en place un gouvernement qui ne soit pas néo-nazi et instaurer un système judiciaire pour organiser des procès de type Nuremberg afin de punir les nazis responsables de tout cela. Il est vrai que ce qu'il restera de l'Ukraine sera ruiné, mais l'Ukraine dispose d'une source de revenus que vous n'avez pas mentionnée. L'Ukraine peut poursuivre l'Europe et les États-Unis pour avoir organisé le coup d'État du Maïdan en 2014, pour avoir imposé un gouvernement soutenu par l'étranger qui a conduit au massacre d'hommes ukrainiens, et de quelques femmes aussi, dans la lutte vaine contre la Russie, en sous-effectif, mal équipés, avec des armes inférieures qui ont simplement été déversées sur l'Ukraine, dont beaucoup ne fonctionnaient même pas. L'Ukraine peut dire « Ce n'est pas nous qui avons détruit le pays, c'est l'Europe et l'Amérique. » C'étaient des armes européennes. Nous ne dirigeons pas les missiles. Ce sont les Américains à Wiesbaden et les Britanniques à Wiesbaden qui dirigeaient les missiles, décidant où frapper en Russie. Nous n'étions que l'arène, et nous étions l'ennemi tout autant que la Russie. En réalité, nous avons plus souffert que la Russie
à cause de l'incompétence et du manque de soutien pour nous en Russie. Si l'Ukraine veut de l'argent pour se reconstruire, après avoir payé d'énormes réparations à la Russie pour la destruction de bâtiments civils et de parties de l'Ukraine russophone, et après avoir emprisonné et sans doute pendu les coupables pro-nazis bandéristes qui ont été mis au pouvoir par le coup d'État européen et américain commencé sous Obama, eh bien, alors, nous verrons ce qu'il restera de l'Europe après tout cela. De toute évidence, l'Europe et les États-Unis vont bloquer toute tentative de résolution devant les tribunaux internationaux. Ils diront, eh bien, nous devons défendre l'Ukraine. Nous devons défendre l'Ukraine en lui donnant la bombe atomique. 24 heures plus tard, il se pourrait qu'il n'y ait plus de Londres, de Paris ou de nombreuses villes allemandes si cela se produit. Je pense donc que Poutine l'a très clairement fait comprendre. L'Europe a dit « Nous sommes d'accord, c'est acceptable ». Cela signifie que notre rêve a échoué. Et qui veut vivre dans une Europe dont le rêve de domination mondiale a échoué? Si nous sommes anéantis, eh bien, c'est l'échec de notre rêve, et autant partir avec lui. D'une certaine manière, c'est le reflet de ce que le président Poutine a dit lorsque l'Amérique a répondu à l'idée d'une destruction atomique mutuelle en déclarant « Eh bien, bien sûr, nous allons riposter contre les États-Unis et l'Europe s'ils utilisent des armes atomiques contre nous. » Qui veut vivre dans un monde où la Russie serait morcelée et transformée en une autre forme de société? Cette attitude est visible, et elle se reflète en Europe occidentale et aux États-Unis. La différence, c'est que l'Europe accueille cette autodestruction, tandis que la Russie tente de l'empêcher. Voilà le contexte de ce qui se joue diplomatiquement aujourd'hui et dans les prochains mois. Richard. Ce que la direction européenne essaie de faire et espère, c'est de tirer parti de ce que Michael vient de dire. Une profonde conscience en Europe que leur position dans le monde au cours des 500 dernières années peut d'une manière ou d'une autre être sauvée, qu'elle peut être rétablie, qu'elle peut être préservée face à ce qui semble être la montée de la Chine à l'Est et la puissance des États-Unis, même en déclin, qui se fait à leurs dépens. Les dirigeants s'y engagent parce que c'est tout ce qu'ils ont. S'ils ne parviennent pas à vendre cette histoire, celle selon laquelle nous sommes la voie pour tenir bon, alors ils seront condamnés et tenus pour responsables de tout ce qui s'est passé, ce qui n'est même pas juste envers eux, puisque, comme tout le monde le dit ici, cela dépasse largement ces dirigeants sans relief. Mais ils se sont certainement révélés incapables même de comprendre, encore moins d'enseigner quoi que ce soit à leur peuple ou d'y mettre un terme. La situation de l'Europe s'est aggravée. C'est pourquoi la popularité de Starmer est au plus bas, et celle de Macron aussi. Ils ont été au pouvoir, certains plus longtemps, d'autres moins. Monsieur Merz les surpasse. Il est en fonction depuis moins d'un an et il s'effondre déjà en termes de popularité. Les gens là-bas savent que les choses ne vont pas bien. Maintenant, peut-il trouver les racines de l'antislavisme et qui sait quelles autres formes de maladies historiques résiduelles auxquelles se rattacher? C'est ce qu'ils essayent de faire. C'est pourquoi Calas dit des absurdités. Elle doit réécrire l'histoire du monde pour s'accrocher. Mais la question est, les gens là-bas vont-ils y croire ou vont-ils dire « Non, nous avons besoin de changement ». Et permettez-moi de rassurer les Européens qui regardent. Les États-Unis, du haut en bas et au milieu, se soucient très peu des Européens. L'idée que les États-Unis vont les protéger est d'une naïveté enfantine, et cela l'a toujours été. Lorsque M. Trump devient président et dit « Qu'y a-t-il de si mauvais chez M. Poutine ? Trouvons un terrain d'entente avec M. Poutine », les Européens s'affolent. Lui, non. Il comprend qu'il pourrait y avoir de l'argent à gagner grâce à un arrangement avec la Russie. Et il a raison, c'est possible.
L'alternative n'a pas vraiment bien fonctionné. La guerre froide n'a pas été un grand succès, même si je comprends qu'il existe aujourd'hui un certain révisionnisme qui voudrait prétendre le contraire. Mais ce n'était vraiment pas le cas. Je pense donc que ce que nous observons, c'est l'agonie de toute l'idée européenne. Toute la notion selon laquelle il y aurait quelque chose d'extraordinairement spécial chez ces peuples qui leur confère ce rôle dominant. Toute la notion du Sud global représente la revendication de l'immense majorité des peuples de ne plus être dans une position subordonnée face aux Européens. Ce n'est pas agréable pour les Européens d'y faire face, mais c'est la réalité. L'importance de la Chine dans le monde vient du soin qu'elle met à cultiver son alliance avec le Sud global. L'Europe a essayé de le faire à travers son système colonial. Elle a échoué. La Chine n'établit pas de colonies, et elle réussit. Cette triste réalité pour l'Occident ne cesse d'être renforcée. Permettez-moi de préciser une autre chose. Je ne veux pas effrayer les gens, mais soyons honnêtes. Au cours des derniers mois, nous avons eu un exemple extraordinaire. Un incident au cours duquel 85 personnes ont été tuées dans des bateaux dans les Caraïbes et quelques-unes dans le Pacifique. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il n'y a plus aucune prétention à poursuivre ce qui avait été la politique pendant 100 ans. S'il y a un bateau et que vous êtes un navire de guerre américain et que vous avez un soupçon à son sujet, vous pouvez vous en approcher. Exiger le droit de monter à bord, y recourir par la force si nécessaire. Et s'il y a de la drogue, vous pouvez la confisquer, arrêter les personnes et les ramener d'où elles viennent pour les remettre aux autorités locales. C'est ce qu'on fait. Mais il y a 3 mois, le président des États-Unis et le secrétaire à la guerre ont décidé de court-circuiter cela. Ils étaient pressés, soudainement. Vous savez, M. Maduro est au pouvoir depuis Chavez. Donc Chavez et Maduro sont ce qu'ils sont depuis longtemps. Que se passe-t-il donc maintenant? Le problème de la drogue aux États-Unis n'est pas pire qu'avant. Je veux rappeler aux gens que le trafic de drogue est un crime aux États-Unis. Des personnes sont arrêtées pour ce crime en permanence. Et lorsqu'elles sont arrêtées, elles ont droit à un avocat. Il y a des preuves qu'elles peuvent contester. Elles ont le droit de contre-interroger. Elles ont un jury et un juge. Et si après tout cela, elles sont reconnues coupables, elles sont condamnées à une peine de prison. Le trafic de drogue n'est pas un crime passible de la peine de mort aux États-Unis. Nous n'exécutons pas les personnes reconnues coupables. L'une de ces personnes était l'ancien président du Honduras, et il a été condamné à plusieurs années de prison. 2 semaines après son entrée en prison, M. Trump l'a gracié, même s'il avait été reconnu coupable d'avoir introduit des millions de dollars de cocaïne aux États-Unis. C'était au même moment qu'ils exécutaient des gens sur un bateau, sans procès, sans jury, sans juge, sans avocat, sans preuve. Très bien, il faut prêter attention à tout cela. C'est une déclaration selon laquelle M. Trump veut s'emparer du pétrole du Venezuela. C'est important de le faire. L'Arabie Saoudite fait partie des BRICS. C'est un problème. L'Iran fait partie des BRICS. La Chine sécurise de plus en plus son approvisionnement énergétique entre la Russie, le Moyen-Orient et le Venezuela. On peut voir comment et pourquoi cela doit être perturbé. Aucune quantité de violence, aucune violation du droit américain ou du droit international. Cela n'a aucune importance. Alors, quand il dit « je vais prendre le Groenland », il faut prêter attention. Est-ce de la fanfaronnade? Oui. Est-ce le bluff exagéré de M. Trump? Oui. Mais il se passe aussi autre chose ici. Il y a cette idée à Washington que n'ayant pas réussi à arrêter les Russes en Ukraine, car cela est reconnu d'ailleurs au plus haut niveau du gouvernement américain, comme une cause totalement perdue,
Les Européens peuvent penser qu'il y a encore quelque chose à sauver là-bas, mais les gens à Washington, dans l'ensemble, ne le croient pas. Très bien, c'est donc un pays désespéré. Monsieur Trump crée des vulnérabilités. Il est attaqué en ce moment, même par des républicains, pour avoir tué les gens sur les bateaux. Ce sont des choses qui lui coûtent politiquement. Ses chiffres baissent aussi. Ainsi, les États-Unis et l'Europe sont engagés dans des luttes les uns contre les autres, dans des luttes internes. Et tout cela tourne autour de la division et du déclin, sans qu'il se passe quoi que ce soit de comparable dans la relation, par exemple, entre la Chine et la Russie ou au sein des BRICS. Je veux dire, ils ont leurs différences, bien sûr, et des conflits qui seront un jour explosifs, sans aucun doute. Mais ils comprennent le moment historique. Et pour eux tous, ils se perçoivent désormais comme un bloc riche et cohésif face à un Occident désespéré. Oui, ils ont de quoi s'inquiéter. Seront-ils anéantis par une guerre nucléaire déclenchée par un fou? C'est une véritable préoccupation. Mais c'est une préoccupation parce que les États-Unis et l'Europe traversent ce genre de déclin hystérique. Et nous, qui vivons ici, devons comprendre cela, afin de nous donner le cadre politique nécessaire pour proposer une autre manière d'aborder les problèmes qui se présentent. Michael, quand on parle de l'Europe, tu m'entends? When we talk about Europe, can you hear me? Oui, We talk about Germany. nous parlons de l'Allemagne et de la France. Que se passe-t-il avec le Royaume-Uni? Nous avons récemment vu de nouveaux articles dans le Financial Times affirmant que l'économie britannique s'effondre. Que se passe-t-il au Royaume-Uni? What is happening in the United Kingdom? Eh bien, je pense que depuis un mois, nous parlons de l'échec de la politique tarifaire de Trump et de la manière dont elle a été si destructrice pour les États-Unis. L'impact inflationniste des tarifs de Trump, en particulier sur les matières premières comme l'acier et l'aluminium qui entrent dans tout ce qui est industriel, a jusqu'à présent été atténué parce que l'Amérique disposait d'énormes stocks de ces matières premières. Maintenant, ces stocks s'épuisent. Soudainement, on voit les conséquences des tarifs dans une forte hausse des prix. Le secteur agricole est en train d'être dévasté. Je pense que nous avons parlé, j'en ai parlé la semaine dernière, du fait que le problème ne se limite pas à la perte du commerce du soja. Il n'y a pas non plus assez de silos à grains pour stocker le soja. Mais il ne s'agit pas seulement du soja. Il s'agit aussi des céréales, du maïs et d'autres cultures, car le prix des intrants agricoles a fortement augmenté. Les prix du matériel agricole ont également grimpé à cause des droits de douane imposés par Trump sur les importations allemandes et européennes. En plus des droits de douane nominaux sur les produits venant d'Europe, Trump a taxé les composants en acier et en aluminium de ses tracteurs. Les agriculteurs ne peuvent donc plus se permettre d'acheter de nouveaux tracteurs, et le prix du marché des moissonneuses et tracteurs d'occasion a fortement augmenté. Le secteur agricole a demandé des aides publiques. Trump avait initialement déclaré « Eh bien, nous allons avoir des droits de douane, et cela va financer le déficit budgétaire. » Il doit désormais dépenser des milliards, des centaines de milliards de plus que ce qu'il perçoit en droits de douane pour subventionner l'agriculture, l'industrie et les finances locales, simplement afin d'éviter leur insolvabilité. L'effet des droits de douane a été d'aggraver le déficit budgétaire. Trump a, ces derniers jours, annoncé son intention de nommer à la tête de la Réserve fédérale une personne de confiance qui s'est engagée à inonder l'économie de crédit et à abaisser les taux d'intérêt, afin de faciliter, d'une manière ou d'une autre, la création du crédit nécessaire pour subventionner l'économie et permettre au gouvernement de faire fonctionner des déficits budgétaires en versant trimestriellement des intérêts aux banques et aux détenteurs de la dette fédérale américaine à des taux d'intérêt bas et non élevés.
at low interest rates, not high interest rates. This is leading foreign investors to Cela pousse essentiellement les investisseurs étrangers à se débarrasser du dollar et à s'en retirer. La solution de Trump était bien peut-être le Bitcoin. Peut-être pourrions-nous amener la classe des kleptocrates et des gangsters du monde à investir dans une crypto-monnaie adossée au titre du Trésor américain. Tout cela relève donc d'un flux circulaire de ce type. J'ai décrit plus tôt les problèmes rencontrés par l'industrie allemande en raison de ses coûts élevés en électricité. Aux États-Unis, l'expansion prévue de l'intelligence artificielle, je pense qu'il nous faut un nouveau mot pour cela. On pourrait parler de pensée non humaine ou d'analyse de corrélation synthétique, c'est ainsi qu'il faudrait l'appeler. Tout cela va créer une demande d'électricité qui n'existe pas encore et qui ne pourra pas être satisfaite avant 5 à 10 ans. Ainsi, les coûts de l'électricité pour les ménages afin de chauffer et d'éclairer leur logement et pour les industries et les entreprises qui en dépendent vont fortement augmenter. Les droits de douane de Trump ont rendu l'économie américaine non compétitive. Et le résultat ici est le même type de désespoir que celui que l'on a trouvé en Europe. Je pense que Richard et moi avons utilisé ce mot au cours des dernières semaines pour décrire la politique ici. Et bien que ce dont nous avons parlé aujourd'hui puisse sembler extrême, cela ne l'est que parce que la presse américaine n'en parle pas pour ce que c'est. Il n'y a eu aucune discussion sur le fait qu'il existe une alternative, ni sur la direction que prend la trajectoire actuelle, la version américaine du désir de mort européen. Et je veux lire une seule citation de ce que Dmitri Medvedev a dit il y a un jour ou deux à propos de la tentative de l'Europe de détourner la Russie. Il a déclaré que si les Européens fous tentaient malgré tout de s'emparer des avoirs russes gelés en Belgique, sous le prétexte d'un soi-disant prêt de réparation, la Russie pourrait bien considérer cette initiative comme équivalente à un casus belli, avec toutes les implications que cela comporte pour Bruxelles et pour les pays de l'UBL, pris individuellement. Si tel est le cas, ces fonds pourraient devoir être restitués non pas par voie judiciaire, mais sous forme de réparation réelle, payée en nature par les ennemis vaincus de la Russie. Souvenez-vous, Medvedev a été président par intérim de la Russie. Il joue le rôle du méchant flic dans le duo gentil flic, méchant flic qu'il forme avec Poutine, où il exprime le véritable sentiment russe à l'égard de l'Occident et des États-Unis. Et nous assistons à une escalade du conflit dans le contexte d'une économie américaine et européenne en récession. Une escalade qui sera payée par le sacrifice de l'industrie américaine et de ses employés, de sa main-d'œuvre. La réponse de la Grande-Bretagne, de l'Union européenne et des États-Unis consiste essentiellement à dire « Eh bien, nous devons équilibrer le budget après avoir réduit les impôts du secteur entier. La finance, l'immobilier et les monopoles des hautes technologies. » Et ils affirment qu'il faut le faire en mettant fin à la sécurité sociale. Au cours des derniers jours, le Wall Street Journal a suggéré qu'il existerait une manière de réduire la retenue mensuelle sur les salaires destinés à la sécurité sociale et à Medicare, afin d'aider les familles américaines à survivre, alors que leurs coûts d'électricité, de logement et de consommation continuent d'augmenter. Et ce que cette réduction des cotisations des travailleurs à la sécurité sociale provoque aux États-Unis sera cité au Congrès. C'est leur plan de jeu. Dire « Oh, il n'y a plus d'argent pour payer la sécurité sociale. Nous allons devoir la supprimer et donner l'argent aux 1%, parce que c'est notre philosophie. » Vous voyez donc ce dont nous parlons. Une guerre européenne, internationale et néocolonialiste pour la domination mondiale, qui devient une guerre de classe intérieure contre le travail et même contre l'industrie, menée par le secteur financier et les monopoles, essentiellement le 1%, des États-Unis à l'Europe,
en passant par la Grande-Bretagne. La guerre va d'une manière ou d'une autre porter tout cela à son paroxysme, et tout ce que nous voyons, c'est la désintégration. Il est impossible pour l'instant de savoir où les morceaux vont retomber. Cela dépendra de ce que Richard et moi appelons la conscience de classe. Y aura-t-il une proposition affirmant qu'il existe une alternative? Rien de tout cela n'est abordé dans la presse grand public. J'imagine que c'est à nous, dans ton émission hebdomadaire, d'essayer d'exposer ce que nous pensons être l'alternative possible et la façon dont elle se met en place, alors que nous voyons cette marche en avant vers un déclin mutuel. Richard, laisse-moi. Voici le problème. L'Empire britannique a disparu. Il a disparu depuis un bon moment, et les petits fragments qui subsistent s'effacent même à mesure que nous parlons. La Grande-Bretagne a pris une décision semblable à celle à laquelle l'Europe est aujourd'hui confrontée, mais elle a fait le mauvais choix. Elle a choisi d'abandonner tout rôle dans l'économie mondiale, à l'exception de celui de centre financier de Londres. Il existe des raisons historiques à cela, mais le résultat est évident. On l'a toujours su. On ne peut pas rester éternellement le centre financier du monde si l'on n'a plus aucune autre importance dans l'économie mondiale. En d'autres termes, la montée de la Chine, je peux vous le dire maintenant avec la certitude que donne l'observation de l'histoire économique, la Chine ne va pas seulement exceller dans la fabrication de véhicules électriques, de panneaux solaires ou dans l'intelligence artificielle. Elle va également diriger le système financier mondial, car sa monnaie ou une monnaie composite, si elle ne fait pas du renminbi ou de sa propre devise, la monnaie mondiale, va capter de plus en plus des affaires de Londres. Vous ne pouvez pas tenir. Il faut élaborer une toute nouvelle stratégie. Les Britanniques n'ont pas de nouvelle stratégie. Ils n'ont pas de nouvelle industrie. Ils ne travaillent pas à un nouvel accord avec l'Europe. Et juste pour taquiner tout le monde à propos de ce que Michael vient de dire, supposons que vous posiez la question. Puisque la Russie est le plus grand pays du monde par sa superficie, et que nous savons déjà que sous le sol, dans diverses régions de Russie, se trouve du pétrole, du gaz, des terres rares et Dieu sait quoi d'autre. Ne pourrait-il pas y avoir un moyen de collaborer avec les Russes pour développer toute cette richesse? Écoutez, nous savons que les Russes discutent de cette question avec les Chinois, et je parierais qu'ils en parlent aussi avec les Indiens. Il n'y a aucune raison pour qu'ils ne puissent pas en discuter avec l'Europe et les États-Unis. C'est simplement une autre manière d'imaginer ce que pourrait être la relation. Mais si la seule façon d'y accéder consiste à morceler la Russie en petits pays vaincus, eh bien, alors vous suivez la voie que vous avez choisie. Et tout ce que je peux dire à mes homologues européens, c'est comment cela se passe-t-il pour vous ces derniers temps, diriez-vous? Et la réponse que nous connaissons tous, c'est que cela ne se passe pas bien pour l'Europe. Oui, exactement. Merci beaucoup, Richard et Michael. Michael, veux-tu ajouter quelque chose? Non, c'est juste que lorsque Richard a dit que l'Europe n'avait pas de plan, eh bien, elle n'a pas de plan, mais elle a une attitude. Et cette attitude, c'est que oui, nous voulons développer les ressources russes, bien sûr. Nous voulons qu'elles soient développées par des entreprises américaines et européennes, et nous voulons capter toutes les rentes issues de ces ressources naturelles, sans les laisser aux Russes. C'est cela, le colonialisme. C'est nous qui prenons l'argent, pas eux. C'est un affrontement de systèmes économiques. Ce n'est pas seulement un affrontement entre pays. Ce n'est même pas uniquement un affrontement politique. C'est un affrontement sur la manière dont une économie va être organisée, sur qui va capter le surplus économique et sur l'usage qui sera fait de ce surplus. Voilà ce que sera le combat pour sauver et remodeler la civilisation.
reshape civilization is going to be all about. Exactly. Thank you so much, Richard and Michael. Oui, Great pleasure. merci beaucoup, Richard et Michael. C'est toujours un grand plaisir. Passez un excellent moment. Vous aussi.